Un policier raciste rit après l'arrestation d'un adolescent noir. Jusqu'à ce que les images du tribunal le révèlent, la salle d'audience lambrissée de chaînes était silencieuse. Lorsqu'Elijah Brandt entra, les mains légèrement tremblantes malgré le calme apparent qui l'arborait comme une armure. Chaque pas vers la table de la défense résonnait du poids d'une vérité trop dangereuse pour être dite à voix haute. Zion Brandt, son neveu, âgé de 17 ans, était assis, raide, à côté de l'huissier, enchaîné et le visage impassible. Le garçon qui partageait son déjeuner avec ses camarades et avait autrefois offert son unique manteau d'hiver à un sans-abri grelottant, risquait désormais 15 ans de prison. L'accusation, agression présumée d'un policier lors de ce qu'il prétendait être une arrestation pour vol. Mais Elijah savait qu'il n'en était rien. Ce n'était pas de la justice, c'était de l'architecture, douloureusement conçue et délibérément manipulée pour faire échouer des garçons comme Zion. L'odeur du bois poli et la tension ambiante imprégnaient les murs. Elijah passa devant les rangées de visages impassibles, certains penchés en avant comme s'ils regardaient une émission, d'autres rivés à leur téléphone, déjà endurcis par le spectacle d'un autre jeune adolescent noir en procès. Le banc du juge se dressait devant eux comme une chaire. Assis au-dessus de tous, le juge Howard Strickland, les lèvres pincées par une irritation permanente, le regard froid et indéchiffrable. Elijah soutint son regard et l'espace d'une fraction de seconde, une froideur plus que du dédain passa entre eux. Strickland connaissait bien Elijah. Il connaissait le véritable héritage de cet homme. Non pas les citations accrochées au mur de son bureau, ni les hommages élogieux des bulletins du barreau de l'État, mais les dîners discrets avec des lobbyistes, les faveurs secrètes accordées aux politiciens, les échanges chuchotés dans les salles closes. Strickland ne brandissait pas son marteau. Il tirait les ficelles. L'audience s'ouvrit dans un bourdonnement mécanique de routine. L'agent Travis Dwyer fut le premier à témoigner, assis tel un héros de guerre en uniforme, manches impeccables, badge étincelant. Il raconta comment Zion avait prétendument couru après un braquage dans un magasin d'alcool, correspondait au signalement du suspect et, coincé, s'était jeté sur lui pour tenter de lui arracher son arme. Dwyer affirmait que Zion riait en ripostant comme s'il prenait plaisir au chaos. Il parlait d'un ton calme, chaque mot répété, chaque pause précise. Aux yeux du jury, il ressemblait à l'incarnation de la loi et du sacrifice. Mais quelque chose clochait. Elijah écoutait, la mâchoire serrée. Les images de la caméra corporelle avaient mystérieusement bugué aux moments cruciaux, coupant le son au moment où la prétendue bagarre atteignait son paroxysme. Aucun témoin oculaire, aucune empreinte digitale, aucune arme trouvée sur Zion et aucune marchandise récupérée. Juste le récit de l'agent Dwyer et ses jointures meurtries. Elijah déposa une assignation à comparaître pour obtenir des images de surveillance plus larges du commissariat, espérant qu'elles pourraient révéler quelque chose que la caméra corporelle de Dwyer ne révélait pas. Pourtant, il savait que les preuves ne suffisèrent pas quand le système était conçu pour les digérer sélectivement. Quelques jours plus tôt, un courriel anonyme avait atterri dans la boîte de réception d'Elijah. Pas d'objet, juste une phrase dans le corps. « J'ai vu la cassette qu'ils ont enterrée. » Le message se terminait par une adresse et un nom. Marcus Dodd, technicien au laboratoire de preuves numériques du commissariat. Elijah retrouva l'expéditeur et organisa un rendez-vous. Mais lorsqu'il arriva au café convenu, Marcus n'était pas là. Juste un journal sur le siège en face de lui, plié en deux. Marcus Dade, 32 ans, n'avait laissé personne de vivant. Un suicide apparent. Mais Elijah voyait ce que d'autres ignoreraient. La mort de Dade était trop nette. Le moment était trop opportun. Il y a 2 semaines, Elijah a trouvé quelque chose dans sa boîte aux lettres, coincé entre un carnet de coupons de restauration rapide et un avis du barreau. C'était une petite enveloppe matelassée, sans aucune mention, à l'exception d'un dessin d'enfant au crayon représentant un bonhomme allumette derrière les barreaux. Au dos, un seul mot, écrit d'une écriture tremblante, « Confession ». À l'intérieur, une clé USB contenant des fichiers cryptés
et une chaîne d'enregistrement audio. Ce qu'il entendit changea tout. Dad avait documenté des conversations internes, fichiers de sauvegarde, indicateurs système, modifications audio, rédaction. Un enregistrement en particulier, Dwyer et un autre policier discutant de la nécessité de couper le son avant que les cris du gamin ne gâchent tout. Un autre enregistrement montrait un supérieur avertissant Dade que cette affaire doit disparaître comme la précédente. Le sang d'Elijah se glaça. Il comprit alors que ce procès ne concernait pas seulement Zion. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste qui se développait silencieusement dans l'ombre des salles d'audience et des commissariats depuis des années. Dans les enregistrements, des noms flottaient comme des fantômes. Juges, sénateurs, procureurs, tous membres d'un réseau secret profitant des condamnations. Actions de prison privée, contrats de construction, dons politiques. Tout cela servait à gonfler artificiellement les taux d'incarcération. Et les victimes, de jeunes hommes noirs, des cibles faciles, du carburant jetable pour une machine enveloppée de patriotisme et de légalité. Il fut un temps où Elijah s'était trouvé à l'intérieur de cette machine. Des années auparavant, alors qu'il était jeune procureur général adjoint, il avait découvert des notes internes suggérant des falsifications de preuves dans des affaires de drogue mineures, des dizaines de dossiers où les preuves manquaient, où les accusés n'avaient pas d'antécédents judiciaires, et pourtant, ils avaient été condamnés à des peines maximales. Il avait fait part de ses inquiétudes à son supérieur, qui lui avait souri et lui avait conseillé de réfléchir à son avenir. Le lendemain, le bureau d'Elijah était vide. Il était qualifié d'instable, démissionné sous la pression. Maintenant, assis à côté de son neveu, le souvenir le rongeait comme un avertissement. Des hommes en costume le filaient. Les mêmes berlines noires s'attardaient devant son immeuble chaque nuit. L'une le suivait jusqu'au lycée de Zion, une autre se garait à 2 pâtés de maison de son bureau pendant des heures. Puis les appels commencèrent, une sonnerie, puis le silence. Toujours la même heure, 3h13. Il vérifia s'il n'y avait pas de micro dans sa voiture, se munit d'un téléphone prépayé et installa la mère de Zion chez un ami sans explication. Tout son instinct lui criait qu'on le surveillait non seulement pour ce qu'il pourrait prouver au tribunal, mais aussi pour ce qu'il était, et pour ce qu'on craignait qu'il ne redevienne. Au tribunal, il garda le silence pendant que l'accusation présentait son récit soigné, agrémenté de chronologie et de photos retouchées prises dans la rue. Elijah resta silencieux pendant la pause. Il étudia l'expression de chaque juré comme un échiquier, notant leur réaction face à l'uniforme de Dwyer, aux chaînes de Zion, à l'absence d'image. À la levée de l'audience, Elijah rassembla ses notes et sortit sans se retourner. Dehors, l'air était lourd. Des nuages gris s'amoncelaient au-dessus des marches du palais de justice. Il savait qu'une fois la clé USB introduite comme preuve, la situation s'envenimerait, si le tribunal l'acceptait. Si le juge Strickland ne trouvait pas de raison de la rejeter, si le jury n'était pas déjà empoisonné par des préjugés tacites, trop de si. Mais Elijah Brent n'a pas accepté cette affaire parce qu'il croyait au système. Il l'a acceptée parce qu'il avait déjà enterré trop d'innocents, et cette fois, il brûlerait le système s'il le fallait pour sauver Zion. Dans le cabinet privé du juge Strickland, une lourde odeur de fumée de cigare flottait sous le vernis des murs lambrissés de chêne, se mêlant aux nuances anxieuses du secret. La porte se referma derrière le greffier, laissant 3 hommes plongés dans un silence tendu. Le député Tyrell Monks ajusta le revers de son costume à rayures fines en se dirigeant vers le bureau du juge, chaque mouvement précis, calculé. Derrière lui, le colonel Damon Hess se tenait immobile, le regard froid et scrutateur, le genre de présence qui faisait se redresser les gens, même sans savoir pourquoi. Monks laissa tomber un dossier en papier Kraft sur le bureau d'un mouvement du poignet, provoquant un bruit sourd dans l'air. À l'intérieur se trouvaient les photos. Elijah Brandt, 15 ans plus jeune, trébuchant sous les gaz lacrymogènes lors de la manifestation de Lincoln Heights, le visage strié de sueur et de fumée, entouré de barricades brisées et de voitures de police renversées.
l'incident scellé, celui qu'Elijah croyait disparu après sa démission du bureau du procureur général, celui qui n'avait jamais vu la lumière parce que quelqu'un bien au-dessus l'avait rayé de tous les registres publics. « Il faut enterrer cette affaire », dit Monks d'une voix douce et ferme. « Ou on l'enterre. » Strickland baissa les yeux sur les photos sans les toucher. Son visage bougea à peine, mais une lueur brilla dans ses yeux. S s'avança alors et déposa une petite enveloppe noire sur le dossier. À l'intérieur se trouvait un lecteur contenant des relevés téléphoniques, des journaux de contact et des communications non censurées entre Elijah et un lanceur d'alerte connu datant de 3 semaines auparavant. Marcus Dade. Le nom suffisait à changer l'atmosphère. « Il n'essaie pas seulement de sauver son neveu, » remarqua S d'une voix basse et neutre. « Il essaie de percer ce qui a pris 20 ans à concevoir. » Strickland hocha lentement la tête. Il ne s'agissait pas seulement du fils Brandt. Il s'agissait de toute cette foutue structure, de Guard Bridge Solutions, des recettes hors bilan de la prison, du contrôle de la dissidence en la qualifiant de criminelle. Le juge savait ce qui était en jeu, mais même en encaissant la pression, il comprenait la nécessité des apparences. Il ne pouvait pas faire taire Brandt trop tôt. Pas alors que les avocats des droits civiques et les organismes de surveillance des médias commençaient à parcourir les gros titres. De retour au tribunal, la tension montait à flot lorsqu'Elijah s'approcha du tribunal avec un dossier intitulé « Pièce à conviction 17 ». Il le tendit au greffier sans sourciller. Le son de la caméra corporelle résonna dans les haut-parleurs vieillissants de la salle. Un bruit parasite numérique intense, un ordre de se mettre à terre, puis une coupure soudaine. L'horodatage clignota anormalement. Un intervalle de 2 minutes. Elijah le souligna calmement, suggérant que l'anomalie indiquait une manipulation et non un dysfonctionnement. Il déposa une requête officielle pour reporter le procès dans l'attente d'une analyse médico-légale plus approfondie, invoquant de nouvelles pistes et des métadonnées corrompues. Le juge Strickland, conciliant apparence et obéissance, hocha lentement la tête. Accorder un délai de 48 heures n'était pas fatal à leur calendrier. En public, cela paraissait même équitable. Mais les 48 heures suivantes seraient une guerre sous un autre nom. Cette nuit-là, la porte de l'appartement d'Elijah avait été forcée, les tiroirs vidés, les dossiers arrachés des dossiers. De retour chez lui, il trouva son bureau renversé et la dernière copie imprimée du message de Marcus Dade disparu. Un post-it avait été laissé à la place. Une simple phrase « Arrêtez de fouiller ». De l'autre côté de la ville, Raël, la mère de Zion, fut interpellée par 2 hommes se faisant passer pour des détectives locaux. Ils lui posèrent des questions étranges et tendancieuses. Savait-elle que son fils possédait des armes, avait des liens avec un gang ou nourrissait une vendetta contre les forces de l'ordre? Elle savait qu'il valait mieux ne pas répondre. Ils la laissèrent partir au bout de 20 minutes, non sans l'avoir avertie de dire à Elijah de faire attention. Les présentateurs de chaînes d'information et les trolls des réseaux sociaux ont inventé une nouvelle version des faits pendant la nuit. Zion, affirmait-il, avait été vu brandissant un pistolet près d'un chantier de construction des semaines avant son arrestation. 3 prétendus témoins oculaires surgirent du brouillard. Tous avec des récits curieusement similaires, aucun ne correspondant à des rapports d'incidents réels. Leurs visages apparurent brièvement dans les journaux télévisés avant de disparaître à nouveau. Elijah savait que c'était orchestré. Des témoignages fabriqués, de l'ingénierie narrative. Mais au milieu de ce chaos, il trouva un fil conducteur. Enfoui au plus profond des métadonnées du fichier audio de la caméra corporelle se trouvait une balise de référence, un serveur de stockage cloud géré non pas par le commissariat local, mais par un fournisseur tiers sous contrat avec la ville. Le nom le figea net. Guard Bridge Solutions. Il s'en souvenait de l'époque où il travaillait au bureau du procureur général. Une entreprise de sécurité informatique devenue partenaire logistique puis gestionnaire de données pour les forces de l'ordre. Les empreintes digitales de Monks étaient partout. Il remonta le flux de données jusqu'à un serveur déchargé,
encore à moitié fonctionnel, et y fit discrètement appel à un expert indépendant en criminalistique numérique sous un pseudonyme. Quelques heures plus tard, il reçut un message. Le serveur contenait des fichiers de sauvegarde, chiffrés, certes, mais toujours accessibles. Un message arriva ensuite. Pas de texte, juste une adresse. Elijah roula sans phare sur les 3 derniers kilomètres, arrivant sur un terrain abandonné près de la périphérie de la ville. À l'intérieur d'un boîtier électrique rouillé, enveloppé dans une serviette Spider-Man pour enfants, se trouvait un DVD dans une pochette en plastique portant seulement l'inscription. « Il y est encore un voyou de la rue. Dis bon sang, mon petit singe. » Les mots s'échappèrent des haut-parleurs comme du poison. Puis Dwyer regarda la caméra droit dans les yeux, un sourire narquois. Elijah resta figé, puis se pencha en avant. Rembobina. Rejoua. La voix était sans équivoque. Le contexte était accablant. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était le moment où le masque tomba. Le sourire narquois à la fin n'était pas de la bravade. C'était la confirmation que Dwyer se croyait intouchable. Le lendemain matin, Elijah arriva tôt au tribunal déposant la vidéo en urgence. La greffière l'accepta, mais quelque chose dans son expression hésita. Pourtant, il se prépara. C'était sa faille dans l'armure, la faille qui pouvait révéler toute l'histoire au grand jour. La salle d'audience se remplit rapidement. Experts, journalistes, fonctionnaires municipaux, tout bourdonnait. Elijah chargea la vidéo dans le système audiovisuel du tribunal. Les lumières s'éteignirent. Puis, l'écran vacilla. Erreur. Il vérifia le câble. Réessaya. L'écran clignota bleu, puis noir. Le juge Strickland s'éclaircit la gorge, puis haussa un sourcil. Un technicien arriva et brancha un système secondaire. Toujours rien. Le juge se pencha en avant avec un calme mesuré qui dissimulait à peine l'irritation. Il déclara les images irrecevables en raison d'une compromission de la chaîne de possession. Le tribunal, affirmait-il, ne pouvait vérifier ni l'origine ni l'intégrité du fichier. Elijah se leva, lent et provocateur. Sa voix résonna dans la salle silencieuse. Il ne la releva pas. Inutile de le faire. « Vous ne pouvez pas enterrer ça. Vous avez enterré Marcus Dade. Mais j'ai autre chose. » La salle se figea. Même l'huissier parut stupéfait. Les journalistes se penchèrent en avant sur leurs sièges. Le visage du juge Strickland se crispa, ses jointures blanchissant autour du marteau avant qu'il ne s'abatte comme un coup de tonnerre. « À l'ordre! L'audience est levée! » Mais le silence qui suivit fut plus pesant que le bruit. La salle d'audience se vida dans le chaos, des murmures s'élevant comme de la fumée. Elijah resta à la table de la défense, les yeux rivés sur le banc, conscient de ce qu'il venait de faire. Il avait franchi le seuil. Et il n'y avait plus de retour en arrière. 2 heures plus tard, Elijah se tenait sur les marches du tribunal, les caméras illuminant autour de lui comme un orage d'éclairs sans chaleur. Les journalistes se rapprochaient, poussant micro et téléphone vers l'avant, avides d'une déclaration. Il ne dit rien. Il fouilla simplement dans la poche intérieure de son blazer, en sortit un mince boîtier contenant le DVD et le tendit à la journaliste la plus proche de lui, une jeune femme au regard tendu et aux doigts tremblants. Il se pencha suffisamment près pour qu'elle seule l'entende. « Présentez-le à midi. » Puis il se retourna et disparut dans la foule, l'écho de son silence plus fort que n'importe quelle conférence de presse. À 12h30, les images avaient fusé sur tous les écrans du pays, publiées d'abord par une filiale locale, puis partagées par les réseaux nationaux, puis instrumentalisées par les réseaux sociaux. La vidéo de l'arrestation illégale de Zion s'est répandue comme une traînée de poudre. Le monde entier a vu l'agent Dwyer plaquer un adolescent docile et effrayé contre une voiture de patrouille. Ils ont entendu l'insulte. Ils ont vu le sourire narquois. Il n'y avait aucun débat, aucune ambiguïté. C'était une cruauté sans filtre, capturée avec une précision clinique. En quelques minutes, Justice for Zion s'est hissé en tête des tendances, rejoint par un second hashtag, bien plus accablant, Dwyer Tape.
L'indignation publique a explosé avec la force d'un mouvement. Les manifestants ont envahi les rues, encerclant le palais de justice avec des banderoles, des chants et des haut-parleurs portables, diffusant à tue-tête le psaume que Zion avait murmuré dans sa cellule. Les carrefours du centre-ville étaient encombrés de personnes exigeant justice non seulement pour Zion, mais pour chaque affaire enterrée comme la sienne. Des fresques représentant le visage du garçon sont apparues du jour au lendemain, peintes sur des panneaux de contreplaqué et des vitres d'arrêt de bus, souvent accompagnées de ces mots. Son silence était une prière. Notre silence est une guerre. Un appel provenait d'une ligne intraçable. Une voix rauque à l'autre bout du fil marqua un temps d'arrêt avant de s'identifier. Le juge Gérard Locke. Le souvenir d'Elijah le ramena 15 ans en arrière, dans les couloirs de marbre du palais de justice du Capitole, où Locke l'avait un jour arrêté au milieu d'un couloir, la main fermement posée sur son épaule. « Cet État ne veut pas de vérité », l'avait averti le vieil homme d'une voix empreinte d'amertume. « Il veut l'obéissance. » À l'époque, Elijah avait rejeté ces mots. Maintenant, ils résonnaient comme une prophétie. Locke, radié du barreau et déshonoré pour corruption présumée, avait disparu de la vie publique des années auparavant. Mais maintenant, caché dans le Morave, sous un faux nom, il avait tendu la main. Il avait accepté de témoigner, à distance, via un flux crypté sécurisé acheminé à travers plusieurs juridictions. Lors d'une audience virtuelle privée, Locke a mis au jour un schéma vieux de plusieurs décennies. Le juge Strickland avait falsifié des audiences de mise en liberté sous caution, accéléré régulièrement des affaires grâce à des dons politiques et utilisé des quotas de peine pour obtenir des faveurs électorales. Le système avait été conçu pour saigner à blanc la jeunesse noire, financièrement, physiquement et spirituellement. Ce n'était pas seulement criminel, c'était structurel. Mais le système était loin d'être terminé. Le colonel Damon Hess réapparut avec un timing impeccable. Alors que le public réclamait la transparence, Zion fut discrètement sorti de la prison du comté lors d'une inspection sanitaire, de routine, sans préavis, sans consentement. Aucun avocat de la défense n'était autorisé à intervenir. Lorsqu'Elijah réclama des réponses, la ville affirma que Zion avait été signalé pour préoccupation terroriste et qu'il était désormais en détention fédérale, sans que le lieu ne soit divulgué. Un fonctionnaire anonyme prit contact peu après, d'une voix froide et répétée, informant Elijah que s'il ne se retirait pas de l'affaire publiquement et immédiatement, son neveu risquait de disparaître. La menace frappa comme un instrument contondant. Elijah passa les 20 minutes suivantes à fixer les murs de son bureau, le cœur battant à tout rompre. Chaque souvenir de Zion, son rire, son obstination, sa peur, luttait contre l'impossible calcul du risque. Mais la tempête intérieure s'apaisa. Il n'y avait pas d'autre choix. Reculer maintenant équivalait à déclarer le système invincible. Au lieu de cela, Elijah intenta une vaste action en justice fédérale pour violation des droits civiques contre la ville, la police et le circuit judiciaire de l'État, et il s'assura que le monde entier le voit. Chaque dépôt était diffusé en direct. Chaque requête, chaque déclaration sous serment, chaque élément de preuve téléchargé en temps réel via un serveur sécurisé géré par un groupe de défense des cyberfuites. Il fit appel à 2 anciens procureurs, l'une, une femme contrainte de démissionner après avoir dénoncé des pratiques de profilage racial, l'autre, un avocat de la défense qui avait autrefois tenté d'inculper le directeur financier du commissariat et avait été submergé de contre-procès. Ensemble, ils montèrent un dossier non seulement autour de Zion, mais autour de tout l'appareil judiciaire. Puis vint la fuite. Des milliers de dossiers, des notes de service, des courriels internes de la police, des transcriptions de surveillance, des quotas, des guides de script, des procès-verbaux d'arrestation fantômes. Tout fut déversé dans le domaine public, dans un déversement de données orchestré avec une précision quasi militaire. Un plan se dévoila aux yeux de tous. Comment Guardbridge Solutions, avec son image de marque soignée et ses algorithmes de gestion des risques pilotés par l'IA, s'était associé au système judiciaire pour créer un pipeline. Cibler, arrêter, détenir, tirer profit.
Des organigrammes montraient comment les arrestations s'intensifiaient à proximité des logements sociaux. Des captures d'écran de diapositives de formation mentionnaient les zones de confinement. Des notes où des juges comme Strickland discutaient ouvertement de transport de produits grâce à l'efficacité judiciaire. Le monde bascula. Des voix autrefois hésitantes se firent entendre. Zion fut découvert 3 jours plus tard, dans un centre de détention fédéral isolé, construit dans l'enceinte d'un ancien bâtiment de lycée. Une équipe juridique dépêchée par les alliés d'Elijah demanda l'accès et le trouva vivant, mais visiblement transformé. Des images de surveillance le montraient recroquevillé sur un lit de camp, répétant sans cesse les mêmes paroles. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il le prononçait même dans son sommeil, une berceuse forgée par le désespoir. Le psaume 23 était devenu son bouclier. La révélation de son lieu de détention et la brutalité de sa détention ont suscité un regain d'indignation. Des ops. La salle d'audience avait changé. Les caméras étaient partout. Les journalistes étaient assis côte à côte. Les manifestants campèrent dehors avec des couvertures, des ordinateurs portables et des pancartes peintes à la main. Le regard de toute une nation était fixé sur chaque mot. Alors qu'Elijah s'apprêtait à prononcer son discours d'ouverture, il réalisa que quelque chose avait irrémédiablement changé. Il n'était plus seul. Le mur du silence s'était fissuré, et de cette fissure jaillissait à la fois la lumière du soleil et la tempête. Le procès avait repris. Mais cette fois, ce n'était pas qu'un procès, c'était un jugement. Les derniers jours du procès se déroulaient sous un ciel gris et immobile, comme si la nation elle-même avait cessé de respirer. Devant le palais de justice, la foule grossissait, des pancartes se dressaient telles des bannières sous la tempête, et les équipes de tournage campaient sous une tension constante. L'air était empreint d'un calme chargé, quelque chose de fragile et d'électrique. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée, tous les bancs occupés, le surplus se déversant dans les salles annexes et les retransmissions en direct diffusées depuis les comptoirs de cuisine, les salles de classe et les salons de coiffure. Tout le monde attendait, non seulement un verdict, mais la preuve que la vérité pouvait encore avoir un sens dans un lieu qui avait oublié comment écouter. Elijah se tenait ancré au centre de tout cela, le pouls régulier, le feu dans le sang. La fatigue gravée dans ses épaules s'était transformée en détermination. Il scruta la salle, son regard se posant sur Zion, assis à côté de lui à la table de la défense. Le costume bleu marine du garçon était trop grand d'une taille, les manches effleurant ses jointures, mais il le portait comme une armure. Sa posture était rigide, les poings serrés à fleur de peau, mais son visage était calme, pas creux, jamais creux, mais trempé, comme de l'acier plié à plusieurs reprises par le feu. L'accusation avait changé de main au milieu de la tempête. L'avocat initial avait démissionné sous la pression après que des enregistrements divulgués eurent révélé des commentaires méprisants sur le fait de jouer la carte raciale. Son remplaçant, un fonctionnaire plus jeune et plus discret, n'a pas eu recours à des arguments grandiloquents. Il a plutôt tenté une retraite tactique, proposant discrètement un abandon des charges, prétextant des preuves insuffisantes et des complications procédurales. Mais Elijah a refusé. Debout, les mains à plat sur la table, il a déclaré au tribunal qu'il ne s'agissait pas seulement de Zion. Il s'agissait des garçons disparus entre les dates d'audience et les accords de plaidoyer, des filles qui avaient grandi en rendant visite à leur père derrière des plexiglas. Il s'agissait de tous les dossiers disparus, de toutes les familles à qui on avait dit de tourner la page. Ils ne voulaient pas d'abandon. Ils voulaient un verdict. Ils voulaient entendre le système parler et être forcés de le penser. L'autorisation de procéder fut accordée. Un silence si profond s'abattit qu'il sembla étouffer même le bourdonnement des lumières au plafond. Elijah présenta la dernière preuve. Les écrans vacillèrent, puis restèrent fixes. La salle d'audience vit Zion quitter le trottoir ce jour-là, les mains levées sans résistance, l'air déjà blessé. La voix de l'agent douailleur remplit la salle, chaque injure plus claire que la précédente. Puis le geste, un tour de passe-passe inimitable,
un petit sac froissé tomba près des pieds de Zion, alors qu'il se tournait vers la voiture de patrouille. L'angle de la caméra capta tout. La vitesse, la précision, l'indifférence pratiquée. Les jurés restèrent figés, personne ne sia. Une femme porta la main à sa bouche. Un autre homme fixait ses chaussures, la mâchoire crispée. Pas besoin de plaidoirie finale après cela. Pas de résumé passionné ni d'acrobatie juridique. Les images disaient tout. Mais Elijah avait encore une carte à jouer. Il fouilla dans son dossier et en sortit la désormais tristement célèbre clé USB ayant appartenu à Marcus Dade, le regretté lanceur d'alerte dont les archives numériques avaient fait exploser toute l'enquête sur le pipeline. Parmi les téraoctets de journaux de surveillance et de manipulation judiciaire se trouvait un sous-dossier caché, enfoui sous des couches de codes factices et de cryptage. Ce qu'Elijah y avait découvert était effrayant. Il distribua des copies imprimées des documents aux juges et aux jurys. Il s'agissait d'une série de communications internes de Guardbridge Solutions, la société privée d'analyse de données mandatée par l'État. Celle-ci décrivait l'initiative Predictive Risk Target, un programme initialement présenté comme une stratégie d'intervention auprès des jeunes, mais qui avait pris une tournure plus sombre. L'algorithme identifiait les individus à haut risque en fonction d'un ensemble de dossiers scolaires, de revenus familiaux, de signalements de mineurs et de données racialisées. Les noms étaient signalés. Ces noms étaient transmis aux forces de l'ordre local, discrètement encouragées à prendre contact rapidement sous prétexte de sécurité communautaire. Le nom de Zion figurait sur cette liste. Il avait 13 ans lorsqu'il avait été signalé. La salle se recroquevilla au ralenti. Il ne s'agissait plus seulement d'un garçon arrêté à tort. Il s'agissait d'un garçon destiné à la police avant la puberté, traqué par un logiciel codé par la partialité et la cupidité, ciblé non pas pour ses actes, mais pour ce qu'il pourrait devenir statistiquement. Le coup de théâtre final fut d'une clarté brutale. Le jury délibéra moins de 90 minutes. Ils revinrent, les yeux rouges, la voix résolue, non coupable de tous les chefs d'accusation. Elijah ferma les yeux tandis que les mots le submergeaient. Non pas de soulagement, mais de rébellion silencieuse contre l'idée que de telles issues étaient impossibles. Zion resta immobile un long moment, puis, lentement, il hocha la tête, une larme coulant sur sa joue sans honte. La nouvelle tomba avant même qu'il ne quitte le tribunal. Dans les 24 heures, la juge Strickland présenta sa démission, invoquant des problèmes de santé dans une déclaration publique qui fut immédiatement accueillie avec incrédulité et moquerie. Dans les 48 heures, l'agent Dwyer fut inculpé par un grand jury fédéral, la vidéo de ses actes étant trop accablante pour être enfouie sous un voile procédural. Le député Monks, l'un des plus fervents défenseurs de l'arrestation initiale, tenta de tenir une conférence de presse appelant à l'unité et à la fin de l'affaire. La conférence se termina dans le chaos lorsqu'un manifestant jeta une chaussure de ville éraflée sur son estrade, criant que l'unité sans vérité était une trahison. Mais tout ce bruit n'avait plus d'importance lorsqu'Elijah sortit du tribunal aux côtés de Zion. La foule s'écarta comme l'eau, les téléphones se soulevèrent comme des offrandes, et les obturateurs des appareils photo claquèrent comme le battement de 1000 petites ailes. Elijah ne parla pas. Il ne leva pas les poings, ni ne les brandit en signe de triomphe. Au lieu de cela, il passa son bras sous celui de Zion et continua son chemin. Alors qu'ils descendirent les marches, passant devant le dédale de journalistes et de lumières clignotantes, Elijah se pencha vers son neveu et murmura des mots qui lui étaient destinés. Il n'était jamais question de gagner un procès. Zion tourna la tête, le costume toujours ample sur sa petite silhouette, et posa la question qui le taraudait depuis la première convocation. Alors, de quoi s'agissait-il? Elijah ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers les colonnes du tribunal. D'imposantes pierres gravées de phrases sur la liberté et l'équilibre, l'architecture d'une institution construite pour paraître noble, même si ses entrailles étaient creuses et rouillées. Il pensa à chaque garçon dont le nom était devenu un hashtag, à chaque mère qui avait quitté un tribunal les mains jointes et sans conclusion,
à chaque dossier scellé dans des arrière-salles pendant que les politiciens dînaient au-dessus d'eux. La justice avait toujours été une mise en scène, un spectacle avec un éclairage coûteux et un casting médiocre. Il regarda la façade de marbre une dernière fois, à propos de la démolition de la scène sur laquelle ils rendent la justice. L'écran s'estompe.